Elle éteignait les lumières du dîner. Quand le millionnaire a vu la bague de sa fille défunte à sa main et est resté figé. La tempête fouettait les carreaux du modeste restaurant, le refuge d'Hélice, avec une violence qui semblait annoncer un bouleversement. Les rafales de vent sifflaient dans les ruelles étroites de Lyon, faisant trembler les enseignes et chassant les derniers passants vers l'abri de leur foyer. Dans la lueur tamisée des réverbères, la pluie dessinait des rivières argentées sur l'asphalte luisant. Élodie Carpentier poussa un soupir las en éteignant les dernières lumières de la salle. Ses 28 ans pesèrent lourd ce soir, chargés de la fatigue d'une journée qui avait commencé avant l'aube et se terminait bien après le coucher du soleil. Ses mains, calleuses par des années de labeur, portaient encore les traces de farine et l'odeur persistante des épices qu'elle maniait avec tant d'amour depuis son enfance. Le restaurant n'était pas grand, une quinzaine de tables tout au plus, mais chaque recoin respirait la chaleur humaine. Les murs jaunis par le temps étaient ornés de photographies en noir et blanc, vestiges d'une époque où Marguerite Delaunay, sa mère adoptive, accueillait déjà les âmes perdues de ce quartier ouvrier. L'établissement portait bien son nom. C'était véritablement un refuge pour ceux qui cherchaient plus qu'un simple repas. Élodie ajusta machinalement le torchon sur son épaule et porta instinctivement sa main gauche à la bague qui ornait son annulaire. L'émeraude captait la faible lumière qui filtrait encore de la cuisine, projetant des éclats verts sur sa peau fatiguée. Ce bijou était tout ce qui lui restait de Marguerite, morte 6 mois plus tôt dans ce lit d'hôpital où elle avait murmuré ses derniers secrets. « Cette bague t'appartient maintenant, ma chérie », avait soufflé la vieille femme de sa voix éraillée par la maladie. « Elle contient toute une histoire que j'aurais dû te raconter plus tôt. » Mais la mort avait fauché Marguerite avant qu'elle ne puisse révéler les mystères qui entouraient cette émeraude ancestrale. Élodie avait bien tenté de faire quelques recherches, mais sans succès. Le bijou semblait surgir de nulle part, comme si son histoire avait été volontairement effacée. Un éclair déchira le ciel, suivi d'un grondement de tonnerre qui fit vibrer les vitres. Élodie frissonna et resserra sa veste autour de ses épaules. Elle détestait ces nuits d'orage qui réveillaient en elle une angoisse inexplicable, comme si la nature en colère cherchait à lui arracher quelque chose qu'elle ignorait posséder. C'est à cet instant précis qu'une Citroën DS noire émergea de la brume, ses phares perçant l'obscurité comme 2 yeux lumineux. Le véhicule, d'un luxe qui jurait avec la modestie du quartier, ralentit avant de s'immobiliser devant le restaurant. Ses chromes étincelaient malgré la pluie, et sa silhouette élégante contrastait violemment avec les façades décrépies des immeubles alentours. Élodie plissa les yeux, intriguée. À cette heure tardive et par un temps pareil, qui pouvait bien s'arrêter devant son établissement fermé, elle s'approcha de la fenêtre, le cœur battant d'une appréhension qu'elle ne s'expliquait pas. La portière s'ouvrit dans un claquement mat, et un homme en sortit, grand, la cinquantaine bien portée. Il portait un manteau de cachemire noir qui épousait parfaitement sa silhouette. Malgré la pluie, il ne pressait pas le pas, avançant vers la devanture du restaurant avec une assurance qui trahissait l'habitude du commandement. Ses cheveux grisonnants, plaqués par l'humidité, encadraient un visage aux traits tirés par ce qui semblait être une fatigue profonde. Henri Monclerc, car c'était bien lui, même si Élodie l'ignorait encore, s'était égaré dans les méandres de Lyon après une soirée d'affaires qui s'était éternisée. Il cherchait une station-service lorsque son regard avait été attiré par la silhouette de la jeune femme derrière la vitre. Mais ce n'était pas sa beauté naturelle qui l'avait clouée sur place, ni même la grâce de ses gestes fatigués. C'était cette bague, cette maudite bague qui brillait à son doigt comme un reproche du passé, l'émeraude qu'il reconnaîtrait entre 1000, celle qui avait orné la main de sa défunte épouse Claire, puis celle de sa fille Victoire, emportée par un accident 3 ans auparavant, cette pierre précieuse qui avait mystérieusement disparu de la chambre d'hôpital. Laissant Henri dans un désespoir que seuls comprennent ceux qui ont tout perdu, le choc fut tel qu'il resta figé plusieurs secondes sous la pluie battante, les yeux rivés sur cette bague qui était censée reposer dans un coffre-fort de famille, pas au doigt d'une inconnue dans un quartier populaire de Lyon. Élodie sursauta, quand l'homme se mit à tambouriner contre la porte vitrée, avec une violence qui fit trembler toute la devanture. Ses poings s'acharnaient sur le verre, comme s'il voulait faire voler la façade en éclats. « Ouvrez, ouvrez, immédiatement !» criait-il d'une voix que la colère rendait rauque. Le cœur d'Élodie s'emballa. Elle recula instinctivement, les jambes tremblantes. Que lui voulait cet homme? Elle n'avait jamais vu ce visage. Pourtant il semblait la connaître.
ou du moins connaître quelque chose qu'elle possédait. « Nous sommes fermés !» cria-t-elle à travers la vitre. « Revenez demain. » Mais Henri ne l'entendait pas ainsi. La vue de cette bague avait réveillé en lui une douleur si vive qu'elle en était physique. 3 ans qu'il la cherchait, 3 ans qu'il retournait ciel et terre pour retrouver le dernier souvenir de sa famille disparue, et voilà qu'elle réapparaissait au doigt d'une parfaite inconnue. « Cette bague !» hurla-t-il en désignant la main d'Élodie. « Où avez-vous trouvé cette bague ?» Élodie baissa instinctivement les yeux vers son annulaire. L'émeraude semblait pulse au rythme de son cœur affolé. Que pouvait bien savoir cet homme sur le bijou de Marguerite? Un frisson glacé remonta le long de son échine. La situation prenait une tournure qu'elle n'arrivait pas à comprendre, mais qui lui faisait pressentir que sa vie tranquille venait de basculer dans l'inconnu. L'orage au dehors n'était rien comparé à la tempête qui s'annonçait dans son existence. Henri continuait à marteler la porte, ses coups résonnant comme les battements d'un cœur en détresse. La pluie ruisselait sur son visage, mêlant eau et larmes dans un chagrin qu'il n'arrivait plus à contenir. Cette nuit-là, sous les trombes d'eau lyonnaises, 2 destins allaient se croiser dans une révélation qui réveillerait les fantômes du passé et bouleverserait à jamais l'ordre établi. Les coups contre la porte redoublèrent de violence, faisant vibrer toute la devanture du refuge des lys. Henri Montclair ne pouvait plus contenir la rage et le désespoir qui l'habitaient depuis 3 longues années. Cette bague, cette maudite émeraude qu'il avait cherchée partout, se trouvait là, à quelques centimètres de lui, brillant au doigt d'une inconnue. « Je n'irai nulle part sans des explications », rugit-il à travers la vitre. « Cette bague appartient à ma famille. » Élodie recula encore, le souffle court, ses mains tremblaient, tandis qu'elle cherchait son téléphone pour appeler la police. Mais quelque chose dans la voix de cet homme l'arrêta. Ce n'était pas de la folie pure qu'elle entendait. C'était une douleur profonde, viscérale, celle d'un homme qui avait tout perdu. L'orage choisit cet instant pour déverser une pluie encore plus violente. Henri, trempé jusqu'aux os, continuait à fixer la bague avec une intensité qui glaçait le sang. Son manteau de cachemire lui collait maintenant à la peau, et ses cheveux grisonnants dégoulinaient sur son visage défait. « Écoutez-moi !» cria-t-il en plaquant sa paume contre le verre. « Ma fille est morte en portant cette bague. Elle a disparu de l'hôpital le jour où j'ai tout perdu. » Sa voix se brisa sur ces derniers mots. Élodie sentit son cœur se serrer malgré elle. Elle avait beau être terrifiée, elle reconnaissait la souffrance d'un père endeuillé. Combien de fois avait-elle vu cette même expression dans les yeux des clients du restaurant? Ces âmes perdues qui venaient chercher chez elle plus qu'un simple repas. Après un moment d'hésitation qui lui parut durer une éternité, elle déverrouilla lentement la porte. Henri poussa le battant avec une force qui faillit la faire tomber et s'engouffra dans le restaurant, apportant avec lui une bourrasque d'air glacé et l'odeur de la pluie. « Où avez-vous trouvé cette bague ?» demanda-t-il d'une voix blanche, l'eau ruisselant de ses vêtements sur le carrelage du restaurant. Élodie s'adossa au comptoir, cherchant à mettre le maximum de distance entre elle et cet intrus. Ses doigts se crispèrent instinctivement sur l'émeraude. Dans un geste protecteur qui n'échappa pas à Henri, « Elle appartenait à ma mère », balbutia-t-elle. « Enfin, à celle qui m'a élevée, Marguerite Delaunay. » Henri tressaillit comme s'il avait reçu une gifle. Ce nom, il l'avait déjà entendu quelque part. Mais où à sa mémoire, embrumé par l'émotion, peinait à faire le lien. « Marguerite Delaunay », répéta-t-il lentement, savourant chaque syllabe comme s'il pouvait en extraire la vérité. « Dites-moi tout ce que vous savez sur elle. » Élodie déglutit péniblement. L'homme qui se tenait devant elle, malgré sa prestance naturelle et ses vêtements coûteux, semblait au bord de l'effondrement. Ses yeux injectés de sang témoignaient de nuits blanches à ressasser des souvenirs douloureux. « Marguerite m'a recueillie quand j'étais bébé », commença-t-elle d'une voix hésitante. « Elle ne m'a jamais dit qui étaient mes vrais parents. Tout ce que je sais, c'est qu'elle m'aimait comme sa propre fille et qu'elle tenait beaucoup à cette bague. Quand est-elle morte ? Il y a 6 mois. Cancer du pancréas. » La voix d'Élodie se voila. Elle a souffert jusqu'à la fin, mais elle a tenu à me donner cette bague de ses propres mains. Henri s'approcha lentement, comme un prédateur qui ne veut pas effrayer sa proie. Ses yeux ne quittaient pas l'émeraude qui captait la lumière tamisée du restaurant. « Que vous a-t-elle dit exactement avant de mourir ?» Élodie hésita. Ses derniers moments avec Marguerite appartenaient à leur intimité, à leur histoire commune. Mais la détresse de cet homme était si palpable qu'elle se sentit obligée de répondre. Elle
m'a dit que cette bague contenait toute une histoire, qu'elle aurait dû me la raconter plus tôt. Les larmes montèrent aux yeux d'Élodie, mais la morphine la faisait délirer. Je n'ai pas compris grand-chose. Elle parlait d'une certaine grâce aimée, de promesses à tenir, de secrets trop lourds à porter. À la mention de ce prénom, Henri vacilla et dut s'appuyer contre une chaise pour ne pas tomber. Grâce aimée, ce nom qu'il avait enfoui au plus profond de sa mémoire, cette blessure qu'il croyait cicatrisée depuis des décennies. « Grâce aimée », murmura-t-il, et sa voix n'était plus qu'un souffle. « Mon Dieu, non, ce n'est pas possible ». Élodie fronça les sourcils. La réaction de l'homme était encore plus violente que précédemment. Il tremblait de tous ses membres, et son teint avait pris une pâleur cadavérique. « Vous la connaissiez ?» demanda-t-elle. Henri releva la tête et plongea son regard dans celui de la jeune femme. Pour la première fois depuis qu'il avait fait irruption dans le restaurant, il la regarda vraiment, les cheveux châtains, les yeux noisettes, cette façon particulière de pencher la tête quand elle réfléchissait. « Quel âge avez-vous » demanda-t-il d'une voix étranglée. « 28 ans, pourquoi ?» Les jambes d'Henri se dérobèrent sous lui, et il s'effondra sur une chaise. 28 ans, exactement l'âge qu'aurait eu... Non, c'était impossible. Il refusait d'y croire. Marguerite vous a-t-elle dit autre chose? N'importe quoi d'autre. Élodie observa cet homme puissant réduit à l'état d'épave humaine. Sa peur initiale laissait place à une curiosité mêlée de compassion. Cet inconnu connaissait manifestement des éléments de son passé qu'elle-même ignorait. Elle m'a dit que ma vraie mère s'appelait Grâce aimée, qu'elle était très jeune quand je suis née et qu'elle est morte en couches. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Elle m'a dit aussi que mon père m'avait abandonnée avant même ma naissance. Le silence qui suivit fut assourdissant, troublé seulement par le tambourinage de la pluie contre les vitres. Henri avait fermé les yeux, comme s'il tentait de digérer des informations trop lourdes à supporter. Quand il les rouvrit, Élodie y lut une détresse si profonde qu'elle en eut le souffle coupé. « Grâce aimée Dubois », dit-il d'une voix brisée. Elle avait 18 ans quand elle est venue travailler chez nous comme domestique. C'était en 1996. Élodie sentit ses genoux fléchir. Cette histoire qu'elle avait toujours crue fantaisiste, ces bribes de passé que Marguerite lui avait livrées dans ses derniers instants, tout prenait soudain une consistance terrifiante. « Vous étiez son patron », comprit-elle dans un souffle. Henri hocha la tête. Incapable de prononcer un mot de plus, les images remontaient en cascade. Grâce aimée avec son sourire timide et ses yeux pétillants d'intelligence. Leur conversation secrète dans la bibliothèque, cette passion clandestine qui avait bouleversé sa vie de jeune bourgeois promis à un bel avenir. « Elle est tombée enceinte », poursuivit-il d'une voix mécanique. « Mes parents l'ont chassée. Ils ont dit qu'elle mentait, qu'elle cherchait à nous soutirer de l'argent. Moi, j'étais lâche. J'avais 26 ans. J'étais fiancée à Claire depuis l'enfance. J'ai laissé faire. Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence du restaurant. Élodie encaissait chaque révélation comme un coup de poing à l'estomac. « Vous êtes mon père », dit-elle, et ce n'était pas une question. Henri leva vers elle des yeux noyés de larmes. « Je n'ai jamais su qu'elle était morte. Je n'ai jamais su que tu avais survécu. » Le tutoiement s'était imposé naturellement, comme une évidence douloureuse. Père et fille se regardèrent pour la première fois, séparés par 28 années d'abandon et de mensonges. Réunis par une bague d'émeraude et les derniers secrets d'une mourante, la tempête dehors semblait faire écho au chaos qui venait de s'abattre sur leurs existences. Le silence qui suivit cette révélation fut si pesant qu'on aurait pu l'entendre se fracasser contre les murs du petit restaurant. Élodie fixait cet homme qui venait de bouleverser son existence en l'espace de quelques minutes, cet inconnu qui prétendait être son père après 28 ans d'absence. « Non », murmura-t-elle en secouant la tête. « Ce n'est pas possible. Marguerite m'aurait dit. Elle m'aurait prévenu si j'étais vivant. » Henri releva la tête, et son regard était chargé d'une amertume qui glaçait le sang. Comment l'aurait-elle su? J'ai épousé Claire 6 mois après le départ de Grâce aimée. J'ai fondé une famille. J'ai eu une fille, Victoire. Le prénom tomba comme une pierre dans un puits. Élodie tressaillit. « Victoire », répéta-t-elle lentement. « Celle qui portait cette bague avant moi. » Henri hocha la tête, incapable de soutenir son regard. Ses mains tremblaient, sur la table humide où s'était formée une flaque d'eau de pluie. « Ma fille unique, elle avait 25 ans quand l'accident s'est produit. Un chauffard ivre, un soir de décembre. Elle a agonisé 3 jours à l'hôpital Saint-Joseph. » La voix d'Henri se brisa sur ces derniers mots.
Élodie sentit malgré elle son cœur se serrer. Elle connaissait cette douleur, celle de perdre quelqu'un qu'on aime plus que sa propre vie. Elle l'avait vécue avec Marguerite. « Attendez », dit-elle soudain, une pensée la frappant comme un éclair. Saint-Joseph, l'hôpital où Marguerite travaillait. Henri leva brusquement les yeux vers elle. « Quoi ? Marguerite était infirmière à Saint-Joseph avant sa retraite. Elle m'en parlait souvent. » Élodie se dirigea vers le comptoir et fouilla dans le tiroir-caisse. Elle gardait toujours des photos de ses anciens collègues. Elle sortit un petit album de cuir usé et se mit à le feuilleter fébrilement. Henri se leva et s'approcha, l'inquiétude et l'espoir se disputant sur son visage ravagé. « Là !» s'exclama Élodie en pointant une photographie. « C'est elle, en 2019, service de réanimation. » Henri se pencha et reconnut immédiatement le décor. C'était bien l'étage où Victoire avait passé ses derniers jours. Sur la photo, une dizaine d'infirmières souriaient à l'objectif, et parmi elles, une femme d'une 60aine d'années au regard bienveillant. « Marguerite Delaunay », murmura-t-il en lisant la légende manuscrite. Elle était là quand Victoire... Ses jambes fléchirent, et il dut s'appuyer contre le comptoir. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans son esprit, révélant un tableau qu'il n'osait pas encore regarder en face. « Dites-moi exactement ce qu'elle faisait avant d'être infirmière », demanda-t-il d'une voix blanche. Élodie fronça les sourcils, fouillant dans ses souvenirs. Elle avait plusieurs métiers quand elle était jeune. Elle m'a dit qu'elle avait été aide-soignante. Puis, oh, attendez, elle était sage-femme dans les années 1990. Sage-femme clandestine. Même, elle aidait les filles qui ne pouvaient pas aller à l'hôpital. Henri ferma les yeux. Le tableau devenait de plus en plus clair et de plus en plus douloureux. Une sage-femme clandestine qui aurait pu aider Grace Aimée en 1996. Une infirmière qui se trouvait à Saint-Joseph quand Victoire était mourante. Une femme qui avait récupéré cette bague pour la donner à Élodie 28 ans plus tard. « Il faut que je comprenne », dit-il en se dirigeant vers la porte. « Il faut que je sache ce qui s'est vraiment passé. Où allez-vous ? » ?»« Chez moi. J'ai gardé toutes les affaires de Victoire. Ses papiers, son ordinateur, ses carnets. Si elle a découvert quelque chose sur vous, ce sera là-dedans. » Élodie hésita un instant, puis attrapa son manteau. « Je viens avec vous. » Henri se retourna surpris. « Vous n'êtes pas obligé de... Si cette histoire me concerne, j'ai le droit de savoir. » Sa voix était ferme. Mais Henri y décela un tremblement qu'elle tentait de masquer. Le trajet jusqu'à la propriété des Montclair se déroula dans un silence tendu. La Citroën DS glissait silencieusement dans les rues désertes de Lyon. Ses phares perçant la brume qui s'était levée après l'orage, Élodie observait le paysage qui défilait, découvrant des quartiers cossus qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de visiter. La maison d'Henri était exactement ce qu'elle avait imaginé. Une demeure bourgeoise du 19e siècle, imposante mais élégante, nichée au cœur d'un parc aux arbres centenaires, les grilles en fer forgé s'ouvrirent automatiquement à leur approche, révélant une allée de gravier qui serpentait entre les massifs de buis taillés. « C'est immense », souffla Élodie malgré elle. « Trop immense pour un homme seul », répondit Henri avec amertume. « Claire est morte d'un cancer il y a 8 ans. Depuis l'accident de Victoire, je rattache dans cette maison comme un fantôme. » Ils pénétrèrent dans un hall d'entrée aux dimensions cathédraliques. Les murs lambrisés étaient ornés de portraits de famille, et un escalier de marbre blanc s'élançait vers les étages supérieurs, malgré le luxe évident des lieux. Élodie fut frappée par l'atmosphère glaciale qui régnait dans cette demeure. Henri la guida jusqu'au premier étage. Dans une chambre qu'il n'avait visiblement pas eu le courage de transformer depuis la mort de sa fille, tout y était resté en l'état. Les livres de droit empilés sur le bureau, les photographies d'amis punaisées au mur, même un pull rose abandonné sur le dossier d'une chaise. Victoire était avocate, expliqua Henri en ouvrant un secrétaire ancien. Elle s'occupait surtout d'affaires sociales. Elle défendait les plus démunis, ceux qui n'avaient pas les moyens de se payer un avocat. Il sortit plusieurs carnets et dossiers qu'il étala sur le lit. Élodie s'approcha et découvrit une écriture fine et régulière qui couvrait des pages entières. Elle tenait un journal. Depuis l'adolescence, elle notait tout, ses affaires, ses réflexions, ses projets. Henri ouvrit le dernier carnet, celui de l'année 2021. Si elle a découvert quelque chose sur votre existence, ce sera forcément ici. Ils se penchèrent tous les deux sur les pages jaunies.
Élodie découvrait peu à peu la personnalité de cette demi-sœur qu'elle n'avait jamais connue. Une femme engagée, passionnée de justice sociale, révoltée par les inégalités. C'est Henri qui tomba le premier sur le passage qui allait tout changer. « Là !» dit-il d'une voix étranglée. 15 novembre 2021. Écoutez ça. Aujourd'hui, j'ai découvert quelque chose qui va bouleverser ma vie et celle de papa. En fouillant dans les archives de l'état civil pour l'affaire Moreau, je suis tombée sur un acte de naissance qui porte le nom de Grace Aimée Dubois. Elle a accouché en 1996 d'une fille. Élodie, le père n'est pas mentionné, mais les dates correspondent exactement à l'époque où papa avait cette liaison qu'il croyait secrète. Élodie sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle s'assit lourdement sur le bord du lit, les mains tremblantes. Henri poursuivit sa lecture. J'ai retrouvé la trace de la sage-femme qui a procédé à l'accouchement, Marguerite Delaunay. Elle vit maintenant à Lyon et travaille à l'hôpital Saint-Joseph. J'ai peur de ce que je vais découvrir, mais je ne peux pas laisser cette histoire en suspens. Si cette Élodie est vraiment ma demi-sœur, elle a le droit de connaître la vérité, et papa doit assumer ses responsabilités, même 25 ans après. Le silence retomba dans la chambre. Élodie fixait ce carnet qui révélait que sa demi-sœur avait tenté de la retrouver, qu'elle avait voulu réparer l'injustice commise par leur père des décennies plus tôt. « Elle vous cherchait », murmura-t-elle. « Elle me cherchait. » Henri tourna la page, et son visage devint livide. « Mon Dieu, écoutez la suite. L'accident n'était peut-être pas un accident. Depuis que j'ai commencé mes recherches sur Élodie, j'ai l'impression d'être suivie. Papa a des ennemis, des gens qui pourraient utiliser cette information contre lui. Je dois être prudente, mais je ne peux pas abandonner maintenant. Cette bague de maman, je vais la donner à Marguerite Delaunay. Si quelque chose m'arrive, au moins Élodie saura qu'elle a une famille. » Les derniers mots de Victoire résonnèrent dans la pièce, comme une prophétie tragique. Elle avait prévu sa propre mort et organisé la transmission de la bague pour que sa demi-sœur découvre la vérité. Élodie porta instinctivement sa main à l'émeraude qui brillait à son doigt. Cette pierre n'était pas seulement un héritage, c'était un message d'outre-tombe, un testament d'amour de la part d'une sœur qu'elle n'avait jamais rencontrée. Henri referma le carnet d'un geste sec, comme s'il voulait empêcher les mots de sa fille défunte de s'échapper et de révéler d'autres vérités douloureuses. Ses mains tremblaient, et Élodie remarqua que son teint avait pris une pâleur cadavérique. « Un accident qui n'en était peut-être pas un », murmura-t-elle, les yeux rivés sur la couverture de cuir usé. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Henri se dirigea vers la fenêtre et contempla le parc plongé dans l'obscurité. Les réverbères dessinaient des cônes de lumière jaunâtre dans la brume qui montait des pelouses humides. Victoire avait beaucoup d'ennemis, dit-il d'une voix sourde. Elle s'attaquait à des gens puissants, des industriels peu scrupuleux, des politiques corrompus. Ces enquêtes dérangeaient. Mais pourquoi aurait-elle été tuée à cause de moi? Je ne suis personne. Je tiens un petit restaurant dans un quartier populaire. Henri se retourna vers elle, et son regard était chargé d'une gravité qu'elle ne lui avait pas encore vue. Vous êtes ma fille, la fille illégitime d'Henri Moncler, PDG du groupe Moncler Industries. Si cette information tombait entre de mauvaises mains, il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Élodie comprenait maintenant les enjeux qui se cachaient derrière sa simple existence. Elle représentait un scandale potentiel, une arme que les ennemis de son père pourraient utiliser contre lui. « Il faut que nous sachions ce qui s'est vraiment passé à l'hôpital », reprit Henri en se dirigeant vers un autre meuble. Victoire a forcément laissé d'autres indices. Il ouvrit un tiroir et en sortit une série de documents administratifs. Contrats, factures, relevés bancaires, mais c'est un dossier médical qui retint son attention. Le rapport d'autopsie, dit-il en parcourant les pages. Les médecins ont conclu à un traumatisme crânien compatible avec un accident de la route. Mais regardez ça. Il tendit le document à Élodie, qui découvrit des annotations manuscrites en marge du texte officiel. Traces de sédatifs dans le sang. Lut-elle à voix haute. Taux inhabituellement élevé pour une conductrice. Qu'est-ce que ça signifie? Que Victoire avait peut-être été droguée avant l'accident. Quelqu'un voulait s'assurer qu'elle ne pourrait pas réagir. Henri s'effondra dans le fauteuil de sa fille, le visage entre les mains. L'idée que Victoire ait pu être assassinée à cause de ses recherches sur Élodie lui était insupportable. « C'est ma faute », gémit-il. « Si j'avais assumé mes responsabilités il y a 28 ans, rien de tout cela ne serait arrivé. Grace Aimée serait peut-être encore vivante,
Vous auriez grandi dans une vraie famille, et Victoire, arrêtez, coupa Élodie avec fermeté. Le passé est le passé. On ne peut pas le changer. Elle s'approcha du bureau de Victoire et ouvrit l'ordinateur portable qui y était posé. L'écran s'alluma, révélant un fond d'écran où souriait une jeune femme aux yeux pétillants, entourée d'enfants dans ce qui ressemblait à une cour d'école. « Il y a peut-être d'autres informations là-dedans », dit-elle en naviguant dans les dossiers. C'est dans le dossier personnel qu'elle tomba sur un fichier intitulé « Testament final 2021 ». Son cœur fit un bond dans sa poitrine. « Henri », appela-t-elle d'une voix étranglée. « Venez voir ça. » Henri se leva péniblement et se pencha par-dessus son épaule. À l'écran s'affichait un document juridique rédigé en bonne et due forme, daté du 15 décembre 2021, soit exactement 2 mois avant l'accident de Victoire. Je sous-signais « Victoire Marie Monclerc, scène de corps et d'esprit », commença à lire Élodie, « révoque par la présente toute disposition testamentaires antérieures et lègue par ce nouveau testament. » Sa voix se brisa. Henri prit le relais. « La moitié de mes biens personnels, soit un montant estimé à 2 millions d'euros, ainsi que ma part d'héritage de la succession Monclerc, à ma demi-sœur Élodie Carpentier, née le 12 avril 1996 à Lyon, fille de Grâce Aimée Dubois et d'Henri-François Monclerc, mon père. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Élodie fixait l'écran sans pouvoir y croire. Cette sœur qu'elle n'avait jamais connue lui avait légué une fortune, l'avait reconnue officiellement comme membre de la famille Monclerc. Elle savait, murmura-t-elle, elle savait qu'elle allait mourir. Henri poursuivit sa lecture. Cette disposition vise à réparer l'injustice commise envers Élodie Carpentier, abandonnée par notre père, alors qu'elle était en droit d'attendre de lui protection et soutien, qu'elle sache qu'elle a toujours eu une sœur qui l'aimait, même sans la connaître. Les larmes d'Élodie coulèrent silencieusement sur ses joues. Elle découvrait non seulement qu'elle était riche, mais surtout qu'elle avait été aimée par quelqu'un qui avait risqué sa vie pour lui rendre justice. « Attendez », dit Henri en fronçant les sourcils, « il y a une clause particulière. Ce testament ne prendra effet que si et seulement si Élodie Carpentier est officiellement reconnue par Henri-François Monclerc comme sa fille légitime et si un test de paternité confirme cette filiation. » Élodie releva la tête vers lui. Dans ses yeux, Henri lut une détermination qu'il ne lui connaissait pas. « Alors faisons ce test, » dit-elle simplement. « Vous êtes sûr, une fois que ce sera officiel, votre vie ne sera plus jamais la même. Les médias, les curieux, les gens qui voudront profiter de vous. Ma vie a déjà changé, Henri, depuis que vous avez franchi la porte de mon restaurant cette nuit. Je ne peux plus faire comme si je ne savais pas. » Henri la regardait avec une expression nouvelle. Pour la première fois depuis des années, il voyait autre chose que de la douleur dans l'avenir. Cette jeune femme courageuse, cette fille qu'il avait abandonnée, était peut-être sa chance de racheter ses erreurs passées. « D'accord, » dit-il, « nous ferons le test. Mais avant, il faut que vous sachiez autre chose. » Il ouvrit un autre dossier sur l'ordinateur, révélant une série de photos prises à l'insu de leur sujet. On y voyait Victoire sortir de son cabinet d'avocat, suivie par un homme en costume sombre. D'autres clichés montraient la même silhouette près de sa voiture, de son domicile. Elle était surveillée, confirma Henri. Ces photos étaient déstockées dans un dossier caché de son ordinateur. Elles documentaient le harcèlement dont elle était victime. « Vous pensez vraiment qu'on l'a tuée ?» Henri ferma l'ordinateur d'un geste sec. « Je pense que Victoire est morte parce qu'elle voulait vous retrouver, parce qu'elle refusait que l'injustice perdure. Et je pense que tant que nous ne saurons pas qui l'a tuée, vous serez en danger vous aussi. » Élodie frissonna. Elle qui avait vécu 28 ans dans l'anonymat le plus complet, se retrouvait soudain projetée dans un monde de fortune et de danger qu'elle ne comprenait pas. « Alors que proposez-vous ? Nous allons faire ce test de paternité, comme Victoire l'a voulu. Nous allons officialiser votre filiation, mais nous le ferons discrètement, en prenant toutes les précautions nécessaires. » Henri se leva et se dirigea vers un coffre-fort dissimulé derrière un tableau. « Et nous allons découvrir qui a tué ma fille. » Il en sortit plusieurs dossiers épais et les posa sur le bureau. Victoire menait plusieurs enquêtes délicates au moment de sa mort. L'affaire Bertin, un promoteur immobilier véreux. L'affaire Lacombe, un industriel qui polluait la Saône. Si l'un d'eux a appris qu'elle était ma fille et qu'elle cherchait à vous retrouver, ils auraient pu penser qu'elle vous transmettait des informations confidentielles.
compléta Élodie, qu'elle vous aidait à manipuler ses enquêtes. Henri hocha la tête. Exactement. Dans ce milieu, on ne fait confiance à personne. La moindre suspicion peut déclencher des représailles terribles. Élodie contempla cette chambre, qui était devenue en quelques heures le théâtre de révélations bouleversantes. Sa vie tranquille de restauratrice venait de basculer dans un univers de secrets, de fortune et de mort. Mais en regardant la bague d'émeraude qui brillait à son doigt, elle sut qu'elle ne pourrait plus faire marche arrière. Victoire était morte pour elle, Grâce aimée était morte pour elle. Il était temps qu'elle assume l'héritage que ces femmes courageuses lui avaient légué. « D'accord, » dit-elle en relevant la tête. « Faisons ce test. Découvrons la vérité, toute la vérité. » Henri sourit pour la première fois depuis 3 ans. 3 jours s'étaient écoulés depuis cette nuit de tempête qui avait changé leurs vies à jamais. Le laboratoire d'analyse médicale du centre-ville de Lyon venait de confirmer ce qu'ils savaient déjà dans leur cœur. Henri-François Monclerc était bien le père biologique d'Élodie Carpentier. Avec un taux de certitude de 99,99%, Henri contemplait le document officiel, ses mains tremblant légèrement. 28 ans. 28 années perdues avec une fille qu'il aurait dû chérir, protéger, aimer. Le poids de la culpabilité menaçait de l'écraser. Élodie, elle, était restée silencieuse depuis qu'elle avait pris connaissance des résultats. Assise dans le grand salon de la propriété Monclerc, elle semblait perdue dans cette pièce aux dimensions cathédraliques, écrasée par les portraits de famille qu'il observait depuis leur cadre doré. « Alors c'est officiel », finit-elle par dire d'une voix blanche. « Je suis vraiment votre fille. » Henri s'approcha d'elle avec la prudence d'un homme qui sait qu'un seul geste maladroit peut tout faire s'effondrer. « Élodie, je sais que les mots sont insuffisants, mais je... » « Vous quoi ?» explosa-t-elle soudain, se levant d'un bond. « Vous êtes désolé, vous regrettez. 28 ans, Henri, 28 ans où j'ai grandi sans père, où j'ai dû me débrouiller seule, où j'ai cru que j'étais indésirable. » Sa voix se brisa sur ces derniers mots. Toute la douleur accumulée depuis l'enfance remontait à la surface comme un torrent dévastateur. « Vous savez ce que c'est de grandir en se demandant pourquoi son père ne vous aime pas assez pour rester. Vous savez ce que c'est de voir tous vos amis avec leur papa et de se dire qu'on n'est pas assez bien. » Henri encaissa chaque mot comme un coup de poignard. Il voyait dans les yeux de sa fille toute la souffrance qu'il avait causée par sa lâcheté. Marguerite faisait de son mieux, poursuivit Élodie, les larmes coulant librement sur ses joues. Elle m'aimait, oui, mais elle ne pouvait pas remplacer le vide que vous aviez laissé. Ce vide qui me rongeait de l'intérieur. Si j'avais su, vous auriez su si vous n'aviez pas été un lâche, cria-t-elle. Grâce aimée portait votre enfant. Elle avait 18 ans. Elle était terrifiée, et vous l'avez laissée se débrouiller seule. Vous l'avez condamnée à mort. Henri recula comme si elle l'avait giflé. Cette vérité brutale, il l'avait fuie pendant des décennies, mais aujourd'hui elle lui explosait en pleine figure. J'étais jeune, j'avais peur. Vous aviez 26 ans. Vous étiez un homme adulte avec des responsabilités, mais vous avez préféré votre petit confort bourgeois à la vie de la femme que vous prétendez avoir aimée. Élodie se dirigea vers la fenêtre, dos tourné à Henri. Sa silhouette se découpait contre la lumière grise de cette fin d'après-midi pluvieuse. « Vous voulez que je vous pardonne maintenant. Vous voulez qu'on joue à la petite famille heureuse. Eh bien c'est raté, Henri. Il est trop tard. » Henri s'effondra dans un fauteuil, le visage entre les mains. Il avait espéré, quoi exactement, que sa fille l'accueillerait à bras ouverts après une vie d'abandon. Qu'un test ADN suffirait à effacer 28 années de souffrance. « Vous avez raison, » murmura-t-il d'une voix brisée. J'ai été lâche. J'ai choisi la facilité. Claire était le choix sûr. Le mariage arrangé par nos familles. Avec elle. Pas de scandale. Pas de complications. Il releva la tête vers Élodie, qui lui tournait toujours le dos. Mais vous voulez connaître la vérité, la vraie vérité. Je n'ai jamais cessé d'aimer Grâce aimée, même mariée à Claire, même après la naissance de Victoire. Je pensais à elle. Je me demandais ce qu'elle était devenue, si elle avait refait sa vie. Si elle était heureuse. Eh bien, maintenant vous le savez, répliqua Élodie avec amertume. Elle est morte en me mettant au monde, seule et abandonnée, dans une maternité clandestine, parce qu'elle n'avait pas les moyens de se payer un vrai hôpital. Henri ferma les yeux, submergé par une vague de culpabilité si violente qu'elle lui coupa le souffle. Il revoyait Grâce aimée telle qu'il l'avait connue, rayonnante, pleine de vie, avec ses grands rêves qu'elle partageait avec lui dans la bibliothèque familiale. Elle voulait devenir institutrice,
dit-il dans un souffle. Elle me parlait des enfants qu'elle aimerait enseigner un jour, de l'école qu'elle rêvait de diriger dans son village natal. Au lieu de ça, elle est morte à 18 ans en donnant naissance à l'enfant d'un homme qui l'avait trahi. Élodie se retourna enfin vers lui, et Henri fut choqué par la dureté de son regard. « Vous savez ce qui me fait le plus mal. Ce n'est pas que vous m'ayez abandonné, c'est que vous ayez abandonné Victoire aussi, à votre manière. » Henri fronça les sourcils, ne comprenant pas où elle voulait en venir. « Comment ça ? Elle s'est tuée à la tâche pour vous faire plaisir, pour être la fille parfaite qui vous rendrait fière. Elle a choisi le droit pour reprendre vos affaires plus tard. Elle n'a jamais eu le droit d'être elle-même parce qu'elle portait le poids de vos attentes. » Cette révélation frappa Henri comme un coup de massue. Il repensait aux dernières années avec Victoire, à cette distance qu'il avait mise entre eux sans vraiment s'en rendre compte. Après la mort de Claire, il s'était enfermé dans le travail, laissant sa fille gérer seule sa propre douleur. Et quand elle a découvert mon existence, poursuivit Élodie implacablement. Elle a voulu réparer vos erreurs. Elle a voulu me donner ce que vous m'aviez refusé, une famille, et ça l'a tuée. Non, protesta Henri faiblement. L'accident n'était peut-être pas un accident. Vous l'avez dit vous-même. Quelqu'un l'a tuée parce qu'elle cherchait à rétablir la justice, parce qu'elle refusait que votre lâcheté continue à faire des victimes. Henri se leva péniblement. Comme un homme de 80 ans plutôt que de 54, cette conversation lui arrachait les dernières illusions qu'il entretenait sur lui-même. « Que voulez-vous que je fasse, Élodie ? Je ne peux pas ressusciter Grâce aimée, je ne peux pas ramener Victoire. Je ne peux pas effacer 28 ans d'absence. » Élodie le regarda longuement, et Henri crut voir passer quelque chose dans ses yeux. Pas du pardon, pas encore, mais peut-être une infime fissure dans sa colère. « Je veux que vous arrêtiez de vous chercher des excuses, » dit-elle finalement. « Je veux que vous assumiez, complètement, pas seulement avec moi, mais avec tout le monde. Que voulez-vous dire ? Reconnaissez-moi publiquement. Annoncez que vous avez une fille illégitime et que vous comptez réparer vos torts, montrez que vous êtes capable de courage, pour une fois dans votre vie. » Henri pâlit. Ce qu'elle lui demandait revenait à risquer sa réputation, son empire industriel, sa position sociale, ses associés, ses clients, la presse, tous allaient s'emparer de cette histoire. « Élodie, vous ne comprenez pas. Si je fais ça, nous serons tous les deux exposés. Les médias vont fouiller votre vie privée, vous harceler. J'ai survécu à 28 ans d'abandon. Henri, je survivrai aux journalistes. » Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Vous voulez mon pardon ? Méritez-le. Montrez-moi que vous êtes capable de choisir l'honneur plutôt que la facilité. Montrez-moi que la mort de Victoire et de ma mère n'aura pas été vaine. Et si je le fais, si je révèle tout publiquement... » Élodie marqua une pause, la main sur la poignée de la porte. « Alors peut-être que j'accepterai d'apprendre à vous connaître. Peut-être que j'accepterai de porter le nom de Montclair. Peut-être que j'honorerai la volonté de Victoire. » Elle quitta la pièce, laissant Henri seul face au portrait de ses ancêtres. Pour la première fois depuis des décennies, il se demanda ce qu'ils pensèrent de lui. Ce patriarche qui avait bâti l'empire familial, cette arrière-grand-mère qui avait lutté pour l'émancipation des femmes, tous avaient donc fait preuve de courage à un moment de leur vie. Tous avaient pris des risques pour défendre leurs convictions. Il était temps qu'Henri Montclair fasse de même si cela devait lui coûter tout ce qu'il avait construit. Une semaine s'était écoulée depuis leur confrontation explosive. Henri n'avait pas dormi une nuit entière, hanté par les mots d'Élodie qui résonnaient sans cesse dans sa tête. « Méritez-le. Montrez-moi que vous êtes capable de choisir l'honneur plutôt que la facilité. » Ce matin-là, en regardant son reflet dans le miroir de sa salle de bain, il ne reconnut pas l'homme qui lui faisait face. Les traits creusés, les yeux cernés, les cheveux en bataille. Henri Montclair, le PDG respecté et craint, ressemblait à un homme en perdition. Il avait passé des heures au téléphone avec ses avocats, explorant toutes les options pour reconnaître officiellement Élodie sans compromettre son empire. Mais chaque solution proposée revenait à la même chose. Minimiser, dissimuler, négocier en secret. Exactement ce qu'il avait fait 28 ans plus tôt. À 8 heures précises, Henri gara sa Citroën DS devant le refuge des Lys. Le restaurant n'était pas encore ouvert, mais il savait qu'Élodie y serait déjà, préparant la mise en place pour le service du midi. C'était devenu son rituel depuis une semaine. Venir observer de loin cette fille qu'il avait abandonnée, essayant de comprendre la femme qu'elle était devenue.
il descendit de voiture, non pas dans son costume habituel, mais vêtu d'un jean et d'une chemise simple qu'il avait acheté la veille. Ses mains, habituées aux poignées de main d'affaires et aux signatures de contrats, tremblaient légèrement quand il poussa la porte du restaurant. Élodie était dans la cuisine, dos tourné, en train de découper des légumes avec une précision et une rapidité qui trahissaient des années d'expérience. Elle ne se retourna pas quand elle l'entendit entrer. « Nous sommes fermés », dit-elle sans lever les yeux de sa planche à découper. « Je sais », répondit Henri. « Je ne viens pas pour manger. » Cette fois, elle se retourna, surprise de le voir habillé si simplement. Pendant une seconde, elle entrevit l'homme qu'il avait peut-être été autrefois, avant que la richesse et le pouvoir ne l'endurcissent. Alors que voulez-vous ? Henri prit une profonde inspiration. Ce qu'il s'apprêtait à faire allait à l'encontre de tout ce qu'on lui avait enseigné depuis l'enfance. Un Montclair ne s'abaissait pas, un Montclair ne quémandait pas, un Montclair commandait. « Je veux travailler ici », dit-il simplement. Élodie faillit lâcher son couteau. Elle le dévisagea, cherchant une trace d'ironie ou de manipulation dans son regard. Mais n'y trouva qu'une détermination sincère. « Pardon. Vous m'avez dit de mériter votre pardon. Je ne sais pas comment faire, mais je sais que les grands discours ne suffiront pas. Alors je veux apprendre. Je veux comprendre qui vous êtes, comment vous avez vécu, ce que Marguerite vous a transmis. » Élodie croisa les bras, méfiante. « Et vous pensez qu'en jouant au serveur pendant quelques jours, vous allez racheter 28 ans d'absence. » « Non, » admit Henri avec une humilité qui la surprit. « Je pense que c'est un début. Je pense que pour la première fois de ma vie, je dois arrêter de commander et commencer à servir. » Il y eut un long silence. Élodie observait cet homme puissant qui se tenait devant elle, les mains dans les poches, attendant son verdict comme un employé en période d'essai. « Vous n'y connaissez rien à la restauration, » finit-elle par dire. « Alors apprenez-moi. Vous allez vous salir les mains. Tant mieux. Les clients ne sont pas toujours aimables. Il y en a qui crient, qui se plaignent, qui repartent sans payer. J'ai dirigé des conseils d'administration. Élodie, je pense pouvoir gérer quelques clients mécontents. » Malgré elle, un sourire esquissa les lèvres d'Élodie. Il y avait quelque chose de touchant dans cette détermination maladroite, dans cet homme habitué au luxe qui acceptait de tout recommencer à zéro. « D'accord, » dit-elle finalement, « mais à mes conditions. Ici, vous n'êtes pas Henri Montclair, le PDG. Vous êtes Henri, point final, et vous faites ce que je vous dis quand je vous le dis. Entendu. Et pas question de jouer les mécènes. Si vous travaillez ici, vous touchez le salaire minimum, pas de privilèges, pas de passe-droit. » Henri hocha la tête. Pour la première fois depuis des années, il se sentait libre. Libre du poids de son nom, de ses responsabilités, de l'image qu'il devait renvoyer en permanence. Les premiers jours furent un désastre. Henri, habitué à donner des ordres, peinait à en recevoir. Il cassait la vaisselle, confondait les commandes, se brûlait sur les plaques de cuisson. Élodie le regardait s'épuiser sans un mot, testant sa détermination, mais Henri tenait bon. Chaque matin, il était là avant l'ouverture. Chaque soir, il restait pour nettoyer et ranger. Ses mains s'abîmaient, son dos le faisait souffrir, ses pieds gonflaient dans des chaussures de sécurité peu élégantes. Mais il ne se plaignait jamais. « Pourquoi vous faites ça ?» lui demanda Élodie un soir. Alors qu'il finissait de désinfecter les plans de travail, Henri s'arrêta dans son geste, réfléchissant à la réponse. « Parce que j'ai compris quelque chose, » dit-il finalement. « Toute ma vie, j'ai cru que ma valeur se mesurait à ce que je possédais, cette maison, cette entreprise, cette réputation. Mais regardez-vous, vous n'avez presque rien, et pourtant, vous êtes plus riche que moi. Comment ça ? Vous avez l'amour de vos clients, cette dame âgée qui vient déjeuner ici tous les mardis. Vous connaissez son prénom, ses habitudes, ses petits-enfants, ce jeune homme au chômage à qui vous offrez discrètement un repas. Vous avez créé quelque chose que mon argent ne pourra jamais acheter. » Une vraie communauté. Élodie l'observait avec attention. Cet homme qui se tenait devant elle, les cheveux décoiffés et le tablier taché, n'avait plus rien à voir avec le PDG arrogant qui avait fait irruption dans sa vie. « Marguerite m'a appris ça, » dit-elle doucement. Elle disait que la vraie richesse, c'est de pouvoir dormir en paix, en sachant qu'on a fait du bien autour de soi. Henri sourit tristement. « J'ai passé 54 ans à dormir mal. Peut-être qu'il est temps que j'apprenne. » Les semaines passaient, et Henri s'améliorait.
Il apprenait les noms des habitués, leurs histoires, leurs préférences. Il découvrait le plaisir simple de servir un plat préparé avec amour, de voir un visage s'éclairer devant une assiette bien dressée. Les clients commençaient à l'apprécier. Certains s'étonnaient de voir cet homme distingué travailler dans un restaurant de quartier, mais Henri avait perfectionné l'art de détourner les conversations gênantes. « Il a l'air perdu, votre nouveau serveur », fit remarquer une habituée à Élodie, mais il a de bonnes mains. Et puis, il écoute vraiment quand on lui parle. C'est rare, de nos jours. Élodie observait Henri à la dérobée. Elle le voyait s'épanouir dans ce travail humble, découvrir des satisfactions qu'il n'avait jamais soupçonnées. Lentement, très lentement, sa colère commençait à s'estomper. Un soir, alors qu'ils fermaient ensemble, Henri prit son courage à deux mains. « Élodie, j'ai pris une décision concernant la reconnaissance publique. » Elle se figea, une pile d'assiettes dans les mains. « J'ai organisé une conférence de presse pour demain, » poursuivit-il. « Je vais annoncer que vous êtes ma fille et que je compte réparer publiquement l'injustice que j'ai commise. » Élodie posa lentement la vaisselle et se tourna vers lui. « Vous êtes sûr ? Votre entreprise, votre réputation ? Tant pis, » dit Henri avec une fermeté qu'elle ne lui connaissait pas. « Vous aviez raison. Il est temps que je choisisse l'honneur plutôt que la facilité. Il est temps que je prouve que la mort de Victoire et de votre mère n'aura pas été vaine, pour la première fois depuis des semaines. » Élodie le regarda vraiment, et dans ses yeux, elle vit autre chose que de la culpabilité. Elle vit du respect, pour elle, pour Marguerite, pour Victoire, pour toutes ces femmes qui avaient payé le prix de sa lâcheté passée. « D'accord, » dit-elle simplement. « Alors je serai là, à cette conférence de presse, pas cachée derrière vous, mais à vos côtés. » Henri sentit ses yeux s'embuer. C'était la première fois qu'Élodie acceptait de se montrer publiquement comme sa fille. « Merci », murmura-t-il. Mais Élodie n'avait pas fini. « Maintenant, finissez de ranger cette cuisine. Demain sera un grand jour, et on a encore du travail. » Henri sourit et retourna à sa vaisselle. Pour la première fois depuis 3 ans, il avait hâte d'être au lendemain. La conférence de presse était prévue pour le lendemain matin. Mais ce soir-là, Henri ne parvenait pas à trouver le sommeil. Il arpentait sa bibliothèque, répétant mentalement les mots qu'il prononcerait devant les journalistes. Comment expliquer 28 ans de silence ? Comment présenter Élodie au monde sans la transformer en objet de curiosité morbide ? Il était près de minuit quand le carillon de l'entrée résonna dans la grande maison silencieuse. Henri fronça les sourcils. Qui pouvait bien lui rendre visite à une heure pareille ? Il descendit l'escalier de marbre et ouvrit la porte, découvrant Élodie sous le porche, trempée par une fine pluie d'automne. « Élodie, que faites-vous là ? Je n'arrivais pas à dormir, » avoua-t-elle en resserrant sa veste autour d'elle. « Je pensais à demain, à ce que vous allez dire, et j'ai réalisé qu'il y avait encore des choses que je ne comprends pas. » Henri s'effaça pour la laisser entrer. Dans le hall d'entrée faiblement éclairé, Élodie semblait encore plus fragile qu'à l'ordinaire. « Quelle chose ! Ma mère, Grâce aimée !» Sa voix se brisa légèrement sur ce prénom qu'elle prononçait si rarement. « Je ne sais presque rien d'elle, à part ce que Marguerite m'a dit sur son lit de mort. Si je dois affronter les médias demain, si je dois porter publiquement son histoire, j'ai besoin de la connaître vraiment. » Henri hocha lentement la tête. Il comprenait ce besoin viscéral de comprendre d'où l'on vient, surtout quand on s'apprête à révéler son existence au monde entier. « Venez, » dit-il en se dirigeant vers l'escalier. « Il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore montré. » Ils montèrent jusqu'au 2e étage, dans une aile de la maison qu'Élodie n'avait jamais visitée. Henri ouvrit une porte et alluma une petite lampe. Révélant ce qui ressemblait à un bureau secret, les murs étaient couverts d'étagères chargées de livres anciens, et au centre trônait un secrétaire en acajou. « C'était mon refuge quand j'étais jeune, » expliqua Henri, « l'endroit où je venais lire, réfléchir, et où je recevais Grâce aimée en secret. » Élodie parcourut la pièce du regard, essayant d'imaginer sa mère dans cet environnement feutré, que pouvait bien ressentir une jeune domestique de 18 ans dans cette bibliothèque bourgeoise. Henri ouvrit le secrétaire et en sortit une boîte en bois marquetée qu'Élodie n'avait jamais vue. « Après la mort de mon père l'année dernière, j'ai fouillé ses affaires, » dit-il d'une voix tendue. « Et j'ai trouvé ceci, caché dans son bureau personnel. » Il souleva le couvercle, révélant une pile de lettres jaunies, soigneusement attachées par un ruban rouge. L'écriture fine et régulière qui ornait les enveloppes fit battre le cœur d'Élodie plus fort. Qu'est-ce que c'est ? Des lettres que Grâce aimée m'a écrites pendant sa grossesse.
répondit Henri, la voix étranglée par l'émotion. Des lettres que je n'ai jamais reçues. Mon père les interceptait. Élodie porta une main à sa bouche, sous le choc. Toutes ces années, elle avait cru que son père avait simplement ignoré sa mère enceinte. Mais la vérité était encore plus cruelle. Il n'avait même jamais su qu'elle tentait de le contacter. « Puis-je les lire ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Henri lui tendit la boîte sans un mot. Élodie prit la première lettre avec des précautions infinies. Comme si elle manipulait un trésor inestimable, l'enveloppe portait l'adresse de la propriété Montclair, rédigée d'une main qui avait dû trembler d'espoir et d'appréhension, 15 juin 1996, lut-elle à voix haute avant d'ouvrir l'enveloppe. « Mon cher Henri », sa voix se brisa. C'était la première fois qu'elle lisait les mots de sa mère biologique, la première fois qu'elle entendait sa voix à travers le temps. « Mon cher Henri, cela fait 3 semaines que je t'écris sans recevoir de réponse. Je sais que mes parents t'ont dit des choses terribles sur moi, mais j'espère que tu ne les croiras pas. Tu me connais, Henri. Tu sais qui je suis vraiment. » Élodie s'interrompit, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Henri s'approcha d'elle, ému par la douleur de sa fille face aux mots de celle qu'elle n'avait jamais connue. « Continuez, » murmura-t-il. « Elle aurait voulu que vous sachiez. » Élodie reprit sa lecture. « Je suis enceinte, Henri, de toi. Je porte notre enfant, et malgré tout ce qui s'est passé, malgré la honte et les reproches, je suis heureuse, parce que cet enfant est né de notre amour. De ces moments précieux que nous avons partagés dans ta bibliothèque, quand tu me lisais de la poésie et que nous rêvions d'un monde plus juste, elle était heureuse, souffla Élodie, les yeux embués. Malgré tout, elle était heureuse de me porter. » Henri ferma les yeux, submergé par une vague d'émotions si violente qu'elle lui coupa le souffle. Il revoyait Grace aimée telle qu'elle était à 18 ans, rayonnante de vie et d'intelligence, passionnée de littérature, rêvant de devenir institutrice pour changer le monde un enfant à la fois. Élodie ouvrit une deuxième lettre datée du mois suivant. « Mon amour, j'ai essayé de venir te voir, mais tes parents ont donné des ordres au personnel. On ne me laisse plus approcher de la maison. Je t'en supplie, réponds-moi. Dis-moi que tu ne m'as pas oublié, que notre enfant compte pour toi. Je travaille maintenant dans une ferme près de Vienne. C'est dur, mais je pense à toi chaque soir en regardant les étoiles que nous comptions ensemble. » « Elle m'aimait, » murmura Henri, la voix brisée. Après tout ce que ma famille lui avait fait subir, elle m'aimait encore. La troisième lettre était plus courte, écrite d'une main moins assurée. « Henri, je suis maintenant à 8 mois de grossesse. Mon état s'aggrave, et la sage-femme qui me suit s'inquiète. Si quelque chose m'arrive, promets-moi de prendre soin de notre enfant. Je l'ai déjà nommé dans mon cœur. Élodie, comme cette fleur sauvage que tu m'avais montrée dans le jardin, et qui pousse même dans les terrains les plus arides. Elle sera forte, Henri, forte comme sa mère, intelligente comme son père. » Élodie porta la lettre à son cœur. Submergée par l'émotion, sa mère l'avait nommée avant même sa naissance, avait choisi ce prénom avec amour et espoir. Elle savait qu'elle allait mourir, comprit-elle. Henri hocha la tête, incapable de parler. La dernière lettre était la plus déchirante de toutes. « Mon bien-aimé, c'est probablement ma dernière lettre. L'accouchement approche, et j'ai peur, pas de mourir, mais de laisser notre fille seule au monde. J'ai confié Marguerite Delaunay, la sage-femme qui s'occupe de moi. Elle m'a promis de veiller sur Élodie si je ne survis pas. Elle est bonne, Henri. Elle aimera notre fille comme la sienne. Mais un jour, quand tu seras prêt, viens la chercher. Dis-lui que sa maman l'aimait plus que sa propre vie. Dis-lui que nous étions heureux, toi et moi, avant que le monde nous sépare. Dis-lui que l'amour existe vraiment, même s'il fait parfois mal. Je t'aime, Henri. J'aimerai notre fille. Prenez soin l'un de l'autre, ta Grace aimée. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Élodie et Henri pleuraient, sans retenue, unis dans une même douleur, celle de l'amour perdu et des années gâchées. « Je ne savais pas, » répéta Henri comme une litanie. « Mon Dieu, Élodie, je ne savais pas qu'elle m'écrivait, je ne savais pas qu'elle m'aimait encore. » Élodie le regarda à travers ses larmes. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle voyait en lui non plus le père coupable, mais un homme qui avait lui aussi été victime de la cruauté et des préjugés. « Votre père a détruit nos vies, » dit-elle doucement,
À tous les trois. Henri acquiesça, les épaules secouées de sanglots. Il était obsédé par la réputation familiale. Une liaison avec une domestique représentait un scandale inadmissible à ses yeux. Il préférait laisser mourir une innocente plutôt que de ternir le nom des Montclair. Élodie se leva et s'approcha de la fenêtre. Au loin, les lumières de Lyon scintillaient dans la nuit, comme autant de vies qui poursuivaient leur cours, indifférentes au drame qui se rejouait dans cette bibliothèque. Demain, lors de cette conférence de presse, dit-elle d'une voix ferme, nous ne dirons pas seulement la vérité sur nous, nous dirons aussi la vérité sur elle. Sur Grace Aimée, le monde saura qu'elle n'était pas une intrigante, mais une femme qui aimait sincèrement et qui est morte abandonnée par lâcheté. Henri releva la tête vers elle. « Vous me pardonnez ?» Élodie le regarda longuement, dans ses yeux. Henri lut quelque chose qu'il n'osait plus espérer. Une forme de paix, sinon de pardon. « Je pardonne au jeune homme de 26 ans qui a été manipulé par son père, » dit-elle finalement. « Maintenant, montrez-moi que l'homme de 54 ans que vous êtes devenu mérite vraiment ce pardon. » Le lendemain de leur découverte bouleversante dans la bibliothèque, Henri et Élodie se retrouvèrent dans un état d'épuisement émotionnel qui rendit la conférence de presse presque irréelle. Devant une assemblée de journalistes stupéfaits, Henri avait révélé l'existence de sa fille illégitime, racontant sans phare l'histoire de Grace Aimée et assumant publiquement sa lâcheté passée. Les médias s'étaient emparés de l'affaire avec la voracité habituelle. Mais quelque chose dans la sincérité d'Henri et la dignité d'Élodie avait tempéré la curée attendue. L'opinion publique semblait divisée entre indignation et compassion. Mais peu importait désormais, la vérité était sortie, et avec elle, une forme de libération. 3 jours plus tard, Henri proposa à Élodie de l'accompagner dans un lieu qu'elle n'avait jamais visité, mais qu'il appelait depuis qu'elle connaissait l'existence de Grace Aimée, le cimetière de la Croix-Rousse, dit-il en garant la voiture devant les grilles du cimetière lyonnais. C'est là que repose votre mère. Élodie sortit de la Citroën, le cœur battant à tout rompre. Elle portait la bague d'émeraude à son doigt. Elle ne s'en séparait jamais maintenant. Et dans son sac, les lettres de Grace Aimée qu'elle avait relues 100 fois depuis leur découverte. Henri la guida à travers les allées pavées du cimetière, entre les tombes centenaires et les monuments funéraires qui témoignaient de l'histoire de Lyon. L'automne avait revêtu les arbres de couleur dorée et une lumière douce filtrait à travers les branches, créant une atmosphère de recueillement paisible. Là, dit Henri en s'arrêtant devant une tombe simple, ornée seulement d'une croix de granit et d'une plaque de marbre blanc, Élodie lut l'inscription gravée « Grace Aimée Dubois, 1978-1996, partie trop tôt, aimée pour toujours. » C'est Marguerite qui a fait graver cette épitaphe, expliqua Henri. Elle a payé l'enterrement, choisi cette concession. Elle a veillé sur Grace Aimée jusqu'au bout, même dans la mort. Élodie s'agenouilla devant la tombe. Posant sa main sur le marbre froid, pour la première fois de sa vie, elle était près de sa mère biologique, de cette jeune femme qui l'avait portée avec tant d'amour et d'espoir. « Maman », murmura-t-elle, et ce mot qu'elle n'avait jamais prononcé pour Grace Aimée lui échappa naturellement. « Je suis là. Je suis venue. » Henri restait debout derrière elle, les mains crispées, luttant contre l'émotion qui menaçait de le submerger. Il n'était jamais venu ici. Pendant 28 ans, il avait refusé de chercher la tombe de Grace Aimée, de l'honorer comme elle le méritait. « Je suis désolé, » dit-il soudain, s'adressant autant à la tombe qu'à Élodie. « Je suis désolé de t'avoir abandonnée. Grace Aimée, je suis désolé de ne pas avoir été assez fort pour affronter mon père, pour te protéger. » Sa voix se brisa, et il s'agenouilla à son tour près de la tombe. « J'aurais dû être là quand tu as accouché. J'aurais dû élever notre fille. J'aurais dû t'épouser. Peu importe ce qu'en pensait ma famille. » Élodie le regarda, surprise par la violence de son chagrin. Elle avait passé des semaines à lui reprocher son abandon, mais elle réalisait maintenant qu'il se punissait lui-même bien plus durement qu'elle n'aurait jamais pu le faire. « Elle savait que vous l'aimiez, » dit-elle doucement. Dans ses lettres, on sent qu'elle n'a jamais douté de vos sentiments. Elle savait que vous étiez prisonnier de votre famille, de vos obligations. Henri releva la tête vers elle, les yeux rougis par les larmes. « Comment pouvez-vous me dire ça ? Comment pouvez-vous être si généreuse alors que j'ai gâché la vie de votre mère et la vôtre ?» Élodie contempla la tombe de Grace Aimée. Cherchant ces mots, la colère qu'elle avait nourrie pendant des semaines laissait peu à peu place à quelque chose de plus apaisé, de plus constructif.
Parce que la haine nous détruit, Henri. Marguerite me l'a appris. Elle-même aurait pu me haïr, après tout. Je représentais l'enfant qu'elle n'avait jamais eu, mais elle a choisi l'amour. Elle a fait de moi sa fille, sans condition, sans reproche. Elle se tourna vers Henri, et dans ses yeux, il lut pour la première fois quelque chose qui ressemblait à de la tendresse filiale. « Ma mère est morte, mais j'ai eu Marguerite. Vous avez perdu Grace aimée, mais j'ai survécu. Victoire est partie, mais nous sommes là. Il faut arrêter de regarder vers le passé et construire quelque chose avec ce qui nous reste. » Henri hocha la tête, submergé par la sagesse de cette jeune femme qu'il découvrait chaque jour davantage. « Attendez-moi ici, » dit-il soudain en se relevant. « J'ai quelque chose à faire. » Il disparut dans les allées du cimetière, laissant Élodie seule avec la tombe de sa mère. Elle en profita pour sortir de son sac la dernière lettre de Grace aimée, celle qu'elle avait écrite juste avant l'accouchement. « Tu avais raison, maman, » murmura-t-elle. « Il m'aime, à sa façon maladroite. Il essaie de réparer. Et moi, j'apprends à lui pardonner. Pas pour lui, mais pour nous, pour que ton sacrifice ne soit pas vain. » Henri revint une demi-heure plus tard, accompagné d'employés des pompes funèbres qui portaient un cercueil d'acajou. Élodie se releva, intriguée. « Qu'est-ce que vous faites ? J'ai fait transférer Claire ici, » expliqua Henri d'une voix émue. « Ma femme reposait dans le caveau familial des Montclair, mais elle n'était pas heureuse là-bas. Elle savait, pour Grace aimée, elle avait deviné mes sentiments, et elle en a souffert toute sa vie. » Les employés commencèrent à creuser une nouvelle fosse à côté de celle de Grace aimée, sous la direction d'Henri qui avait visiblement tout organisé. « Claire mérite de reposer en paix, » poursuivit-il. « Et Grace aimée ne doit plus être seule. Elles étaient toutes les deux victimes de malhâcheté, chacune à leur manière, au moins dans la mort. Elles peuvent être réconciliées. » Élodie regarda son père avec des yeux nouveaux. Ce geste, cette attention aux mortes qu'il avait aimées, révélait une profondeur de sentiment qu'elle ne lui soupçonnait pas. « Et Victoire ?» demanda-t-elle. « Où repose-t-elle ?» Henri sourit tristement. « Dans le caveau familial. Mais j'ai l'autorisation de la faire transférer ici aussi, si vous le souhaitez, pour que nous soyons tous réunis, pour que cette famille éclatée trouve enfin la paix. » L'émotion submergea Élodie. L'idée que sa mère, sa sœur et sa belle-mère reposent côte à côte, veillées par l'amour de ceux qui restaient, lui semblait d'une beauté bouleversante. « Oui, » dit-elle simplement, « faites-le. » Quand les cercueils de Claire et Victoire furent mis en terre près de celui de Grace aimée, Henri et Élodie se retrouvèrent face à 3 tombes alignées, 3 femmes qui avaient aimé le même homme, qui avaient souffert de ses erreurs, mais qui l'avaient marqué à jamais. « Voilà notre famille », murmura Henri. 3 anges et 2 pécheurs qui essayèrent de se racheter. Élodie prit spontanément sa main dans la sienne. C'était la première fois qu'elle acceptait un contact physique avec lui. La première fois qu'elle l'autorisait à être véritablement son père. « On va s'en sortir, Henri, » dit-elle avec conviction. « Ensemble, on va honorer leur mémoire. On va faire en sorte que leur amour ne soit pas mort avec elle. » Henri serra la main de sa fille. Sentant pour la première fois depuis des années une forme de sérénité l'envahir, les larmes coulaient sur leur visage. Mais c'étaient des larmes de réconciliation, de pardon mutuel, d'espoir retrouvé, dans la lumière dorée de cette fin d'après-midi d'automne. Père et fille pleurèrent ensemble sur les tombes de celles qu'ils avaient perdues, mais ils pleurèrent aussi de soulagement, parce qu'ils venaient enfin de se retrouver. La bague d'émeraude scintillait au doigt d'Élodie, témoignage silencieux de l'amour qui survit à la mort et de la rédemption qui naît du pardon. 2 semaines s'étaient écoulées depuis cette journée bouleversante au cimetière. L'automne avançait, parant lion de couleurs flamboyantes, et quelque chose avait définitivement changé entre Henri et Élodie. Les barrières érigées par 28 ans d'abandon s'effritaient peu à peu, remplacées par une complicité naissante et fragile. Ce matin-là, Henri arriva au restaurant plus tôt que d'habitude. Il travaillait maintenant officiellement pour Élodie depuis 1 mois, et cette routine nouvelle avait apporté une structure apaisante à sa vie chaotique. En poussant la porte du refuge d'Hélice, il trouva sa fille, penchée sur une pile de documents, les sourcils froncés par la concentration. « Des problèmes ?» demanda-t-il en nouant son tablier autour de la taille. Élodie releva la tête, et Henri fut frappé par la fatigue qui marquait ses traits. Elle semblait porter un poids invisible qui l'écrasait jour après jour. « Les papiers pour l'héritage de Victoire », expliqua-t-elle en désignant les dossiers étalés devant elle. « L'administration réclame une montagne de documents. Parfois,
J'ai l'impression que le monde entier conspire pour m'empêcher d'accepter ce qu'elle m'a légué. Henri s'approcha et jeta un coup d'œil au formulaire complexe. Son expérience des affaires lui permettait de naviguer dans cette bureaucratie, mais il comprenait que pour Élodie, habituée à la simplicité du commerce de quartier, ce labyrinthe administratif devait être décourageant. « Laissez-moi vous aider », dit-il en prenant une chaise. « À deux, ça ira plus vite. » Ils passèrent la matinée à démêler les procédures, Henri expliquant patiemment chaque document, chaque clause. Élodie l'écoutait avec attention, posant des questions précises qui témoignaient de son intelligence naturelle. « Vous savez, » dit-elle soudain au milieu d'un formulaire particulièrement complexe, « il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi Victoire a-t-elle légué autant d'argent à quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré ?» Henri posa son stylo et la regarda attentivement. Parce qu'elle vous connaissait déjà, d'une certaine façon, à travers ses recherches, ses enquêtes sur votre vie, elle savait que vous teniez ce restaurant, que vous aidiez les plus démunis, que vous aviez hérité de la générosité de Marguerite. Il marqua une pause. Cherchant ces mots, Victoire était obsédée par la justice sociale, voir que sa demi-sœur inconnue partageait ses valeurs, qu'elle s'était construite dans l'adversité sans perdre sa humanité, ça a dû la toucher profondément. Élodie contempla la bague d'émeraude qui brillait à son doigt. Ce bijou était devenu bien plus qu'un simple héritage. C'était le symbole tangible de l'amour entre sœurs, par-delà la mort et l'ignorance. « J'ai pris une décision, » dit-elle brusquement, concernant l'argent de Victoire. Henri la regarda avec attention, pressentant quelque chose d'important. « Je ne veux pas garder cette fortune pour moi seule, » poursuivit Élodie. « Ce ne serait pas juste. Victoire voulait réparer une injustice, mais créer une nouvelle inégalité ne répare rien. Que voulez-vous dire ?» Élodie se leva et se dirigea vers la fenêtre. Observant la rue animée où s'activaient ses voisins, ces gens simples qu'elle côtoyait depuis des années, « Je veux créer une fondation, en mémoire de Grace Aimée, de Victoire et de Marguerite. Une fondation qui aiderait les jeunes femmes en difficulté, celles qui se retrouvent enceintes et abandonnées comme l'était ma mère. » Henri sentit son cœur se gonfler de fierté, cette générosité naturelle, cette capacité à transformer la douleur en action positive. C'était exactement ce que Grace Aimée aurait fait à sa place. « C'est une merveilleuse idée, » dit-il d'une voix émue. « Victoire aurait été fière de vous, mais j'aurais besoin de votre aide, » ajouta Élodie en se tournant vers lui. « Votre expérience des affaires, vos contacts, vos connaissances juridiques, je ne peux pas faire ça seule, pour la première fois depuis des semaines. » Henri vit dans les yeux de sa fille autre chose que de la méfiance ou de la compassion polie. Il y vit de la confiance, une vraie confiance, celle qu'on accorde à quelqu'un qu'on considère comme un allié. « Vous pouvez compter sur moi, » dit-il simplement. Complètement. L'après-midi passa rapidement, ponctué par l'afflux habituel de clients du restaurant. Henri avait maintenant ses habitués, des gens du quartier qui appréciaient sa gentillesse un peu maladroite et son écoute attentive. Madame Bertrand, la retraitée qui venait déjeuner seule tous les mardis, lui racontait ses petits-enfants. Julien, le jeune chômeur à qui Élodie offrait discrètement un repas, lui parlait de ses recherches d'emploi. Ses relations humaines simples et authentiques apportaient à Henri une satisfaction qu'il n'avait jamais trouvée dans ses conseils d'administration. Ici, il n'était plus le puissant PDG craint et respecté, mais simplement Henri, le serveur attentionné qui se souciait vraiment du bien-être de chaque client. En fin de journée, alors qu'ils nettoyaient ensemble la cuisine, Henri aborda le sujet qui le taraudait depuis des jours. « Élodie, il faut que je vous dise quelque chose d'important. » Elle leva les yeux de l'évier qu'elle était en train de récurer. « Les funérailles de Victoire, » poursuivit Henri. « À l'époque, j'étais tellement détruit par le chagrin que je n'ai pas fait les choses comme il fallait. Elle méritait mieux qu'une cérémonie expédiée dans l'intimité. Où voulez-vous en venir ? Je voudrais organiser une vraie cérémonie d'hommage, publique, cette fois, pour Victoire, mais aussi pour Grace Aimée et Marguerite, pour que le monde sache qui elles étaient vraiment. Ce qu'elles représentaient. Élodie posa son torchon et se tourna complètement vers lui. « Vous feriez ça, nous le ferons ensemble, » corrigea Henri. « Si vous êtes d'accord, cette cérémonie marquera officiellement le lancement de la fondation. Nous transformerons notre douleur en quelque chose de constructif, de positif. » Élodie sentit les larmes monter à ses yeux. L'homme qui se tenait devant elle n'avait plus rien à voir avec le PDG arrogant qui avait fait irruption dans sa vie quelques semaines plus tôt. Henri avait appris l'humilité,
la générosité, le vrai sens du service. « D'accord », dit-elle d'une voix étranglée par l'émotion. « Faisons-le. » Henri s'approcha d'elle, hésitant. Depuis des semaines qu'ils se côtoyaient, ils avaient évité tout contact physique, comme si toucher l'autre risquait de briser l'équilibre fragile de leur relation naissante. « Est-ce que je peux ?» commença-t-il, les bras entr'ouverts. Élodie n'hésita qu'une seconde avant de se jeter dans ses bras. Pour la première fois de sa vie, elle étreignait son père. Pour la première fois depuis la mort de Victoire, Henri serrait sa fille contre lui. Ils restèrent ainsi plusieurs minutes, pleurant silencieusement, libérant des années de frustration, de culpabilité et de manque. Dans cette étreinte, ils retrouvaient l'amour paternel et filial que les circonstances leur avaient volé. « Je vous aime. »« Papa » murmura Élodie contre l'épaule d'Henri. Ces mots, qu'il avait désespéré d'entendre un jour, résonnèrent dans le cœur d'Henri comme la plus belle des musiques. « Je t'aime aussi, ma fille », répondit-il en la serrant plus fort. « Je t'aime depuis le jour où tu es née. » Même sans le savoir, quand ils se séparèrent enfin, leurs visages étaient baignés de larmes, mais leurs yeux brillaient d'une joie profonde. La réconciliation était enfin complète, totale, définitive. « Alors, » dit Élodie en essuyant ses joues, « par quoi commençons-nous pour cette fondation ?» Henri sourit, et dans ce sourire, elle retrouva quelque chose de l'homme jeune et passionné qu'avait aimé Grace Aimée 30 ans plus tôt. Par donner un nom à notre projet, que diriez-vous de la fondation des Trois Grâces, en l'honneur de Grace Aimée, Victoire et Marguerite? Élodie hocha la tête, émue par la poésie de cette appellation. C'est parfait, elles auraient aimé être réunies de cette façon. Ils passèrent le reste de la soirée à échafauder des projets, à imaginer comment transformer leur tragédie familiale en espoir pour d'autres femmes. La bague d'émeraude brillait au doigt d'Élodie, symbole désormais non plus de mort et d'abandon, mais d'amour retrouvé et de rédemption accomplie. Dehors, la nuit tombait sur Lyon, mais dans le petit restaurant du quartier de la Croix-Rousse, une famille renaissait de ses cendres. Plus forte que jamais, 6 mois avaient passé depuis cette nuit de tempête qui avait bouleversé leurs existences. Le printemps habillait Lyon de couleurs tendres, et le quartier de la Croix-Rousse bruissait d'une activité nouvelle. Le refuge des Lys avait prospéré au-delà de toutes les espérances d'Élodie, attirant désormais une clientèle venue de toute la ville pour découvrir ce restaurant où l'héritière Moncler servait elle-même en cuisine. Mais ce matin-là était particulier. Henri et Élodie se préparaient pour l'inauguration officielle de la Fondation des Trois Grâces, qui aurait lieu dans l'après-midi au siège social rénové de Moncler Industries. Le premier étage de l'immeuble avait été entièrement transformé en centre d'accueil pour jeunes femmes en détresse, avec des bureaux d'aide juridique, des salles de formation professionnelle et même une crèche. « Tu es nerveuse ?» demanda Henri, en ajustant sa cravate devant le miroir de l'entrée de la propriété familiale. Depuis leur réconciliation définitive, ils s'étaient naturellement mis à se tutoyer, abandonnant le vouvoiement de politesse qui maintenait une distance artificielle entre eux. « Un peu », avoua Élodie en lissant sa robe noire simple mais élégante. « Je n'ai jamais parlé en public devant autant de personnalités. » Elle portait la bague d'émeraude, comme toujours. Mais aujourd'hui, elle avait ajouté un collier de perles qui avait appartenu à Claire. Henri le lui avait offert la semaine précédente, expliquant que sa défunte épouse aurait été heureuse de voir cette réconciliation familiale. « Tu vas être parfaite », la rassura Henri. « Tu portes en toi la force de Grace Aimée et la sagesse de Marguerite. Et puis, tu as hérité du charisme des Moncler », ajouta-t-il avec un sourire malicieux. Ils sortirent ensemble de la propriété, Henri au volant de sa Citroën DS, Élodie à ses côtés. Le trajet jusqu'au centre-ville se fit dans un silence complice. Chacun perdu dans ses pensées, mais apaisé par la présence de l'autre, l'immeuble Moncler Industries avait été pavoisé pour l'occasion. Un grand panneau annonçait l'ouverture de la fondation, orné des 3 portraits qui trônaient désormais dans le hall. Grace Aimée Dubois, souriante dans sa robe de domestique, Victoire Moncler en toge d'avocate et Marguerite Delaunay en blouse d'infirmière. « Elles sont belles ensemble », murmura Élodie en contemplant ces visages qui racontaient toute leur histoire familiale. « Oui », acquiesça Henri, « et elles veillent sur nous. » La cérémonie débuta à 14 heures précises. Le maire de Lyon était présent, accompagné de plusieurs élus, de représentants d'associations caritatives et de journalistes. Henri avait également invité tous les employés des restaurants du groupe.
ainsi que les habitués du refuge des Lys qui tenaient à soutenir Élodie, Madame Bertrand était au premier rang, vêtue de sa plus belle robe, émue aux larmes de voir son serveur Henri sur l'estrade aux côtés de sa fille, Julien, l'ancien chômeur qui avait trouvé un emploi grâce au conseil d'Henri, applaudissait avec enthousiasme. Henri prit la parole le premier, et sa voix portait une assurance nouvelle, celle d'un homme en paix avec ses choix. « Mesdames et messieurs, il y a 6 mois, je pensais que ma vie était finie. J'avais perdu ma fille Victoire dans un accident tragique, et je me noyais dans la culpabilité et l'amertume. Mais parfois, la vie nous offre une seconde chance. » Il se tourna vers Élodie, et dans son regard brillait une fierté paternelle évidente. Cette seconde chance a un nom, Élodie Carpentier-Monclerc. Ma fille que j'ai eu la lâcheté d'abandonner il y a 28 ans, elle m'a appris que l'amour véritable ne se mesure pas au temps passé ensemble, mais à la capacité de pardonner et de reconstruire. Les applaudissements crépitèrent dans la salle. Élodie se leva à son tour, le cœur battant mais déterminé. « Quand j'ai appris l'existence de mon père et de ma sœur Victoire, commença-t-elle d'une voix claire, ma première réaction a été la colère. Puis j'ai découvert les lettres que ma mère biologique, Grâce Aimée Dubois, avait écrites à Henri. Ces lettres m'ont révélé une vérité essentielle. L'amour survit à tout, même à la mort, même à l'abandon. » Elle marqua une pause, cherchant dans l'assemblée le regard bienveillant de Madame Bertrand, qui lui souriait avec encouragement. La Fondation des Trois Grâces naît de cette conviction. Nous voulons offrir aux jeunes femmes en détresse ce que ma mère n'a pas eu, du soutien, de l'espoir, une seconde chance, car aucune femme ne devrait mourir seule et abandonnée comme Grâce Aimée en 1996. L'émotion gagnait l'assemblée. Plusieurs personnes essuyaient discrètement leurs larmes, touchées par la sincérité de cette jeune femme qui transformait sa douleur en générosité. Henri reprit la parole. « Cette fondation disposera d'un budget de 10 millions d'euros la première année, entièrement financé par la vente de mes parts dans Monclerc Industries, car j'ai compris une chose fondamentale. La vraie richesse ne se compte pas en euros, mais en vie sauvée, en espoir rendu, en famille réconciliée. » Après la cérémonie officielle, Henri et Élodie visitèrent ensemble les nouvelles installations. Les bureaux étaient clairs et accueillants, décorés avec goût mais sans ostentation. Dans la salle principale, une grande toile représentait un champ de lys sauvages, ces fleurs qui poussent même dans les terrains les plus arides. Comme l'avait écrit Grâce Aimée en nommant sa fille, « C'est exactement ce que Victoire aurait voulu », dit Henri en contemplant l'espace dédié à l'aide juridique gratuite. « Et Marguerite aurait adoré la crèche », ajouta Élodie, en passant la tête dans la pièce colorée où des bénévoles s'affairèrent déjà. En fin d'après-midi, père et fille se retrouvèrent seuls dans le bureau directoriel de la Fondation. Sur les murs s'alignaient les portraits des 3 femmes qui avaient inspiré ce projet, mais aussi des photos du restaurant, de l'équipe, de leurs premiers bénéficiaires. « Tu sais ce qui me rend le plus heureux ?» demanda Henri en s'installant dans un fauteuil face à Élodie. « Quoi ? De voir que tu as gardé le restaurant, tu aurais pu abandonner ce travail maintenant que tu es riche, mais tu as choisi de continuer. Tu restes fidèle à tes racines. » Élodie sourit. Le refuge des Lys n'était effectivement plus une nécessité économique depuis qu'elle avait hérité de Victoire, mais c'était devenu bien plus qu'un simple commerce. C'était le symbole de son identité, le pont entre son passé humble et son avenir de philanthrope. « Marguerite m'a appris que le bonheur vient du service aux autres, » expliqua-t-elle. « Je ne peux pas être heureuse si j'abandonne ceux qui comptent sur moi. » Henri hocha la tête. Comprenant parfaitement ce sentiment, lui-même continuait à travailler régulièrement au restaurant, trouvant dans cette activité manuelle une paix que ses responsabilités d'industriel ne lui avaient jamais apportée. « Et maintenant ?» demanda Élodie. « Quel est notre prochain défi ?» Henri réfléchit un instant, puis son visage s'illumina. « Nous allons faire de cette fondation un modèle pour toute l'Europe. Nous allons prouver qu'une famille peut se reconstruire après les pires drames. Nous allons montrer que l'amour triomphe toujours de la haine. » Ils restèrent ainsi jusqu'au coucher du soleil, planifiant l'avenir de leur œuvre commune, imaginant toutes les vies qu'ils pourraient en sauver, toutes les réconciliations qu'ils pourraient favoriser. Quand ils quittèrent enfin le bureau, Élodie prit spontanément le bras de son père. Ce geste simple, naturel, aurait été impensable 6 mois plus tôt. Aujourd'hui, il témoignait d'un amour filial reconquis, d'une confiance reconstruite sur les décombres du passé. « Papa », dit-elle alors qu'ils descendaient les escaliers de l'immeuble.
Tu crois que maman... Victoire et Marguerite nous voient. Henri s'arrêta et regarda sa fille. Dans ses yeux brillait la même émeraude que celle qui ornait sa bague. Ce vert profond qui symbolisait désormais l'espoir plutôt que la mort. « J'en suis certain, » répondit-il. « Et elles sont fières de nous. » En sortant dans la rue, ils furent accueillis par les derniers rayons du soleil printanier. Lyon s'animait de cette douceur particulière des soirées de mai, et les passants souriaient en croisant ce père et cette fille qui marchaient bras dessus. Bras dessous, la bague d'émeraude captait la lumière dorée, transformant chaque reflet en promesse d'avenir. Elle ne symbolisait plus l'abandon et la mort, mais l'amour qui transcende le temps et les épreuves. L'histoire de Henri et Élodie Moncler ne faisait que commencer.